On est en direct. Bonsoir, bonsoir à tous et à ceux qui nous rejoignent maintenant. L'émission Politique La Suite, c'est parti. Bonsoir à tous les 5. Je vous présente dans un instant. Mais d'abord, je vous donne le sommaire. 5 chefs de parti et 5 gros enjeux pour chacun d'entre eux. Vous ont-ils convaincus? Ont-ils réussi leur prestation? Quel est l'opposant qui se distingue le plus? On aura la réponse dans un instant du sondage Ipsos Sopra Steria réalisé en direct. Autre thème que nous abordons ce soir, l'actualité internationale qui nous a rattrapé une bouscule cette semaine. Emmanuel Macron s'est opposé à Donald Trump sur l'Iran et le Proche-Orient. Mais a-t-il les moyens de cette opposition ou est-il trop seul? Je vous poserai la question. Enfin, on l'a entendu, ses opposants dénoncent un président trop éloigné des souffrances des Français, un président qui divise. On va se projeter, si vous le voulez bien, dans l'an 2 du quinquennat. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut réconcilier les Français, réparer les fractures? Vous répondrez. Je vous présente nos invités. Pascal Pavageau, bonsoir. Vous êtes le nouveau patron de Force ouvrière. Vous citez souvent le Seigneur des Anneaux dans vos discours et vous voulez incarner un syndicalisme combatif. Frédéric Mitterrand, bonsoir. Bonsoir. Ministre de la Culture de Nicolas Sarkozy, converti au macronisme. On se souvient de votre déclaration d'amour à Emmanuel Macron sur ce plateau il y a quelques mois. Je peux vous en faire à vous aussi, Léa Salamé. Non, ça va aller. Nathalie Saint-Cric, bonsoir à vous. Vous dirigez le service politique des rédactions de France Télévisions. Vous nous aiderez à y voir plus clair. Nathalie Anniva, grand reporter, globe-trotter. Vous avez utilisé votre savoir-faire en zone de guerre pour partir à la rencontre de la France des oubliés. Vos lumières nous seront utiles. Geoffroy Lejeune, il va falloir que vous vous leviez un peu parce que vous êtes tout petit là. Ajustez la chaise. Vous êtes directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Vous nous apporterez votre regard de trentenaire de droite. Et puis, vu de l'étranger, que pense-t-on d'Emmanuel Macron? Pour nous apporter ce regard extérieur, on a demandé à 2 personnes, on a invité 2 personnes. Mélissa Bell, bonsoir. Bonsoir Léa. Vous êtes correspondante à Paris pour la chaîne américaine CNN, mais vous êtes britannique, pas américaine, je précise. Mathieu Bock-Côté, bonsoir à vous. Bonsoir. Je vous appelle le Finkielkraut québécois, sociologue, chroniqueur régulier de la vie politique française dans les pages du Figaro. Et bonsoir évidemment à Brice Teinturier. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, Brice. Petit tour de table ultra rapide. Qu'est-ce que vous avez pensé de leur prestation à tous les 5? Est-ce qu'il y en a un, selon vous, qui sort du lot? Nathalie Saint-Cric. Pour moi, c'est Laurent Wauquiez, non pas que j'adhère particulièrement à ce qu'il dit, mais il a une pensée extrêmement articulée. Il l'avait déjà eu d'ailleurs dans l'émission que nous avions pu faire avec lui la dernière fois. Un positionnement antilibéral, c'est une façon d'attaquer Emmanuel Macron au nom d'une droite sociale populaire et soulevant le problème des fichiers S, c'est en se disant on ne peut pas se contenter à chaque fois de dire encore un fichier S, comme vous l'avez dit. D'ailleurs, un thème qu'il a posé sans que M. Castaner n'y réponde véritablement, comme s'il n'y avait pas de problème. Donc je l'ai trouvé assez efficace. Alors son positionnement, on verra si ça marche dans longtemps, mais au moins il est clair et il était audible. Geoffroy Lejeune. Alors, moi, j'ai été extrêmement frappé parce qu'on vit dans un pays depuis un an où on nous explique qu'il n'y a qu'Emmanuel Macron, qu'il est tout seul, que personne ne peut lui contester la supériorité sur ses adversaires, qu'il n'y a plus d'opposition. C'est surtout ça qu'on entend. Et ce soir, j'ai vu des opposants qui avaient, pour certains, pas tous évidemment, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais le pauvre Olivier Faure avait quand même beaucoup de mal à exister parmi tous les autres. Mais Mélenchon... Vous êtes d'accord? Vous trouvez qu'Olivier Faure, il jouait gros ce soir, Olivier Faure, c'était le moins connu d'entre tous. C'est le début. Comment vous avez trouvé Frédéric Mitterrand? Moi, j'ai trouvé bien, il commençait, c'est un petit jeune qui vient comme ça. Mais c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est son positionnement. Il est sans voix, il est sans voix et sans voix. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il est entre une opposition radicale. On vous enlève la plante de Marine Le Pen que je voulais garder. Bon. Oui. Donc, il a une difficulté à se positionner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour lui. Alors, pardon, je vous ai coupé, Jean. Mais il y a une opposition construite, qu'elle soit très à gauche comme Jean-Luc Mélenchon ou très à droite comme Laurent Wauquiez, Marine Le Pen. Et pardon, c'est un peu cohérent. Je trouve que les angles d'attaque n'étaient pas idiots sur Emmanuel Macron. Et puis, par ailleurs, j'ai été frappé. On parle d'un parti, La République En Marche, qui est aujourd'hui donné en tête de toutes les enquêtes d'opinion pour les élections européennes qui ont lieu dans un an, par la faiblesse de son représentant, qui était Christophe Castaner, qui n'était pas très convaincant. Moi, j'en tire la conclusion que le macronisme, c'est peut-être formidable, mais ça tient parce qu'il y a Macron. Et tout ce qu'il y a en dessous, c'est un petit peu moins reluisant. Pascal Pavageau. Ah, vous voulez répondre? Alors, il y a Frédéric Mitterrand, pardon. Non, mais je voulais simplement dire que Laurent Wauquiez est dans une stratégie qui est mitterrandienne, c'est-à-dire qu'il attaque le chef de l'État en permanence, parce qu'en fait, ça le grandit. Si vous attaquez quelqu'un qui est plus grand que vous, vous vous grandissez. Et puis ensuite, il fait une autre chose mitterrandienne, c'est-à-dire il fait le baiser de la mort au Front National. Donc il essaye de coller le plus possible au Front National pour l'étouffer. Alors forcément, il est meilleur dans une émission comme ce soir, parce que lui, il a un enjeu personnel d'une très très grande force, d'une très très grande violence qu'il veut soutenir. Et il le fait forcément avec une intensité considérable. C'est-à-dire que les autres, bien évidemment, soit on les connaît trop,
soit Castaner, vous êtes trop sévère avec lui. Castaner parlait un langage de la raison. Alors la raison, c'est jamais très sexy. C'est jamais très sexy la raison. C'est jamais très amusant la raison. L'intensité et la violence, c'est plus fort. Anne y va. Je pense que ce qui a été dit est très intelligent. J'ai pas grand-chose à rajouter, sauf que ça aurait été intéressant qu'ils débattent, mais on sait que ça n'a pas été possible. Donc on va pas refaire le débat. Voilà, tout a été dit, je crois. On a proposé un débat. Ils n'ont pas voulu. Certains d'entre eux n'ont pas voulu. Certains d'entre eux n'ont pas voulu. Et voilà. Pascal Pavageau. Nous, écoutez, on est un syndicat, rien qu'un syndicat, et trop attaché à l'indépendance par rapport notamment aux partis politiques pour se mettre à mettre des notes sur les politiciens. Moi, ce que je constate simplement au gré des analyses et des discussions qui ont eu lieu, ou en tous les cas des interventions qui ont eu lieu, c'est que la somme des critiques par rapport finalement aux politiques à UX publics qui sont aujourd'hui menées depuis un an et à la vision du chef de l'État, qui est une logique de déprotection, qui est une logique de casse de nos fondamentaux en matière de droits collectifs, sont assez unanimes au niveau de la classe politique, avec une vraie inquiétude, et ça c'est plutôt sain pour le débat démocratique, avec une inquiétude républicaine. Alors, le point de vue étranger, Mélissa Bell, Mathieu Bock-Côté, comment vous avez trouvé ces chefs de file, ces patrons de parti? Est-ce qu'il y en a un qui sort du lot? Mélissa. Non, c'était intéressant, comme vous disiez, de pouvoir les entendre, parce que c'est vrai que depuis un an, dans les médias français et internationaux, d'ailleurs, on entend, on ne voit qu'Emmanuel Macron, donc juste de les entendre les uns après les autres, et certes, ça aurait été plus intéressant de les entendre entre eux, mais c'était pas mal de souvenir qu'ils étaient là, finalement. Et aussi, ce que je trouve intéressant, c'était ce que vous venez de dire, Frédéric Mitterrand, sur le fait que la raison est plus difficile à vendre. D'entendre M. Castaner défendre finalement ce qui est devenu, c'était longtemps à Washington et à Londres la norme, un pragmatisme par rapport à la politique qui est maintenant présent à Paris, qui ne l'est plus à Washington et qui l'est beaucoup moins à Londres. C'est intéressant d'entendre Emmanuel Macron et ceux qui le suivent, qui le représentent, essayer de le défendre avec autant de conviction. C'est nouveau en France, je pense. Mathieu Bock-Côté. En fait, Emmanuel Macron est parvenu depuis un an à avoir une espèce de style monarchique qui lui permet de surplomber tous ses adversaires. Et plus encore, il a recomposé le jeu politique à son avantage. Et il s'est choisi des adversaires privilégiés. Je veux dire, Jean-Luc Mélenchon, ça le privilégie avec la question sociale. Ça lui permet d'apparaître de droite sans avoir à l'être, ce qui est quand même pas mal. En choisissant Edwy Plenel comme adversaire, il n'était pas là ce soir, mais évoquons-le. Ça lui donne l'occasion d'être le défenseur de la France plus conservatrice. Et là, ce soir, on a vu quoi? Une série d'hommes politiques, mais aucun qui ne parvient à se distinguer véritablement comme le chef de l'opposition. Mais tout dépend de la question qui est posée à l'opposition. Quand c'est la question sociale, ça avantage certainement M. Mélenchon. Quand c'est la question identitaire, ça risque d'avantager M. Wauquiez. Mais pour la première année, c'est une année plus sociale qu'identitaire. Dans les circonstances, il s'en tire un peu mieux, mais personne n'a l'air d'un futur président parmi ceux qui étaient là. Alors, Brice Teinturier, votre avis? Moi, j'ai trouvé que chacun était sur son terrain de jeu avec ses symboles. Olivier Faure sur la justice, Marine Le Pen sur le manque de racines d'Emmanuel Macron, etc., pour chacun d'entre eux, mais qu'ils étaient assez statiques. Et que le seul qui m'a semblé être beaucoup plus en dynamique, en termes d'enjeu, c'était Laurent Wauquiez, qui, souvenez-vous, avait obtenu un bon résultat lors d'émissions politiques auprès des sympathisants de droite, et là, qui a déroulé une critique à la fois du macronisme et une pensée qui m'a semblé plus structurée, en tous les cas sur des thèmes qui, dans l'opinion, pouvaient correctement accrocher. Donc chacun a développé sa feuille de route, mais celui qui me semble, on verra si je serai confirmé ou infirmé par le jugement des Français, mais qui m'a semblé le plus efficace, c'était bien Laurent Wauquiez et de loin. Frédéric Mitterrand. Une chose qui m'a frappé, c'est qu'ils se réfèrent tous aux vrais Français. Nous, on va voir les vrais Français. Alors moi, je suis un faux Français, et vous êtes tous là, ici, des faux Français. Il y a les vrais gens. Il y a les vrais gens, les faux... La France réelle. Voilà, la France réelle, les vrais Français, on les voit vraiment. Il vaut mieux les vrais Français que les gens qui ne sont rien. Oui. Comme l'a annoncé le président de la République. Oui, peut-être, oui. Oui, je pense que oui. Certainement. Alors, avant de parler fond... J'ai pas l'esprit de répartie sur la question là, que vous venez de me dire. Vous me laissez quoi? Mais je vous répondrai tout à l'heure. Alors, pendant que vous réfléchissez, on va prendre le pouls, si vous le voulez bien, des réseaux sociaux. Comment ça a réagi ce soir sur Twitter, sur Facebook? Avec vous, Jean-Baptiste Marteau. Bonsoir, Jean-Baptiste. Bonsoir, Léa. Alors, faites-nous un petit peu le tour d'horizon. Comment ça a réagi ce soir? D'abord, on va voir le sondage dans quelques minutes, puisque les équipes d'Ipsos sont en train de sonder en ce moment nos téléspectateurs. On va voir le résultat d'ici un petit quart d'heure. Lequel est le plus convaincu et quel est le meilleur opposant aux yeux de nos téléspectateurs? D'abord, peut-être l'invité qui a fait le plus réagir ce soir, ça va peut-être surprendre Geoffroy Lejeune. Les militants de tous bords, ils étaient bien mobilisés ce soir sur Twitter, sur Facebook, mais le pic de réaction enregistré par Google Trends, c'est à 22h02 quand Olivier Faure est rentré sur le plateau avec sa balance. Il y a eu énormément de recherches le concernant sur Google, tout simplement, parce que c'est peut-être l'invité le moins connu ce soir sur le plateau. Et bien, c'est en tout cas celui qui a suscité la curiosité de nos téléspectateurs.
Un petit fact-checking à présent, réalisé par nos amis de l'imprévu.fr. Laurent Wauquiez a affirmé qu'il avait été élu par 8 millions de personnes. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, tout simplement parce que dans sa région de Auvergne-Rhône-Alpes, on compte près de 8 millions d'habitants, seulement 5 millions sur les inscrits sur les listes électorales, 3 millions qui ont voté au second tour des dernières régionales, et lui, Laurent Wauquiez, a reçu 1,2 million de voix. On est quand même, on peut le dire, assez loin des 8 millions revendiqués sur notre plateau ce soir. Une petite réaction, là, un peu plus légère sur notre application, notre site France Info. Les objets, ça fait énormément réagir ce soir. Celui qui a le plus fait réagir, en tout cas, et susciter des commentaires, c'est celui de Marine Le Pen, cette plante. Mais d'où elle vient, cette plante de Marine Le Pen, demande Armen. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de recherches de savoir où on pouvait se procurer cette plante rare. Et alors, vous avez fait des recherches? Je n'ai pas encore la réponse, je vais chercher sur des sites de... Voilà, rapport, vous la retrouver la plante. Elle reste encore là pour l'instant. Marine, on veut la plante. Alors. Un petit tweet maintenant concernant l'annonce, la proposition en tout cas de Christophe Castaner qui a été très commentée sur le maintien de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. La droite notamment, comme cette militante sarkozyste Michel Legrand qui dénonce, je cite, une injustice entre les communes riches touristiques et les plus pauvres situées dans des zones défavorisées qui ne pourront donc plus bénéficier des recettes de cette taxe d'habitation. Voilà pour les réactions principales sur les réseaux sociaux ce soir. Merci Jean-Baptiste. Allez vérifier où on trouve cette plante et revenez avec le résultat du sondage qu'on attend avec impatience de savoir laquelle des personnalités a été jugée la plus convaincante par les Français qui ont regardé ce soir. Je vais vous proposer à présent de vous entendre sur chacun des intervenants, puisqu'une des questions qu'on va se poser ce soir, c'est où est l'opposition à Emmanuel Macron. Alors, on va réécouter les uns et les autres, les 5 intervenants. D'abord, on va commencer par le premier qui est passé. Ainsi, on a voulu le tirage au sort. Jean-Luc Mélenchon. C'est le président des riches. Mais le monarque républicain n'a pas un sceptre, il a un ciseau. Il coupe dans les budgets de l'État, dans les effectifs des services publics, dans les revenus des pauvres gens, par le CSG et le reste. Il coupe dans l'histoire sociale de la France en voulant bousculer et détruire les statuts qui ont été acquis au fil des années. Il coupe, il réduit. Et regardez bien ce qui se passe quand ça coupe. Regardez, c'est le système. Le système, il marche comme ça. Quand les uns montent, les autres descendent. Ceux qui descendent, ils pâtissent. Ils consomment moins, ils font moins vivre la société, ils sont privés de milliers de petits bonheurs qui font la joie de vivre. Et les autres se remplissent sans fin. Aniva, Jean-Luc Mélenchon, dans tous les sondages, je parle sous le contrôle de Brice Teinturier, est donné opposant numéro 1 à Emmanuel Macron. Comment vous l'avez trouvé ce soir ? Mais je trouve que sa métaphore avec le ciseau est pas mal. C'est-à-dire, c'est très imagé. Il a failli se couper lui-même en utilisant ses ciseaux. Et il faut essayer de trouver justement comment s'opposer à Emmanuel Macron. Alors il dit il n'a pas le sceptre, mais il coupe. Mais en parlant du fait de comment il coupe, en fait, c'est aussi pour montrer qu'il a le sceptre. Je pense que ce que voulait également dire Jean-Luc Mélenchon, c'est de montrer à quel point Emmanuel Macron essaye de dominer tout le monde sans justement faire d'efforts, essaye de faire accepter cette domination à tout le monde. Le fait qu'il ne négocie pas avec les cheminots, le fait que, et c'est finalement ce qu'il a plus de mal, selon moi, à faire au niveau international, parce qu'il est plus aisé d'avoir en face de soi des cheminots, même si on n'est pas d'accord avec eux et si on ne veut rien leur donner, que de faire rentrer avec les mêmes valeurs européennes Viktor Orban, le Hongrois, ou même la nouvelle Italie qui sort de ces élections avec cette coalition populiste et très anti-européenne. Donc moi, je pense que c'est ça qui est très intéressant aujourd'hui, c'est de voir comment Macron sera au niveau de ce qu'il a promis qu'il ferait aux élections en tant que président, c'est-à-dire réformer également l'Europe. Ça, on le verra et on va en parler dans un instant. Mais Pascal Pavageau, ça a été très clair et d'une certaine manière très assumé par Christophe Castaner, qui assume un dialogue direct avec ce qu'il appelle les Français, passant outre les syndicats en disant on dialogue, mais au fond, pas forcément. Non, on ne dialogue pas. Je pense qu'effectivement, on a eu un président de la République dont on disait il écoute mais il ne tient pas compte. Là, en l'occurrence, c'est j'écoute rien, c'est je pense donc tu suis. J'avance tout seul. J'avance de façon autoritaire, j'avance de façon dogmatique et idéologique et tout seul. Et c'est ça qui est le problème au niveau de la méthode. C'est-à-dire qu'on a véritablement une logique qui est de dire je refuse même de discuter, je refuse même de négocier, je ne reconnais pas au contrepoids, pas qu'aux organisations syndicales. Ça a commencé avec les médias.
Il y a eu ensuite la fonction publique, la haute fonction publique et l'ensemble de la fonction publique qui est un contrepoids républicain dans notre démocratie. Il y a la justice, il y a, sur une logique plus de contre-pouvoir, la question parlementaire, et puis il y a les organisations syndicales. Le problème, c'est que quand on avance tout seul, quand on refuse de travailler avec les contrepoids, qui sont des contrepoids qui sont posés là, pas pour, contribuer ou co-gérer l'intérêt général, mais pour faire état, permettre que la démocratie sociale, elle avance par des propositions, par des négociations, par des discussions. Lorsqu'on refuse à ces contrepoids leur rôle dans notre démocratie, alors on ouvre la porte à quoi? À tous les communautarismes. À tous les extrémismes. Et ça, c'est extrêmement dangereux sur un plan démocratique. Mais le problème des contrepoids dans notre société, c'est qu'ils sont devenus trop lourds. Non, ça c'est faux. Mais oui, mais on n'est pas d'accord. Non, oui, on n'est absolument pas d'accord. C'est sûr. Donc ils sont là, trop lourds. Ils ne sont pas lourds, ils sont inexistants. Non, ils ne sont pas du tout mais inexistants. Ils ne sont pas reconnus. Oui, demandez aux voyageurs qui essayent désespérément de prendre un train depuis un mois s'ils sont inexistants. Ah, parce que vous considérez que les 127 000 personnes qui nous permettent d'être transportées sont des contrepoids? Non, j'ai pas dit ça. C'est ce que vous venez de dire. Ne me prenez pas dans votre casuistique brillante. Moi, je n'ai pas vraiment l'habitude. Je ne fais pas des négociations syndicales toute la journée. Ce que je dis simplement, c'est que les contrepoids sont trop lourds dans la société française d'aujourd'hui. Moi, je voulais juste faire un point, mais je ne peux pas débattre avec vous parce qu'on n'est pas dans le même registre. Simplement, on peut imaginer que le gouvernement considère qu'un certain nombre de syndicats font de la politique. C'est-à-dire que quand on voit la CGT, par exemple, pour ne pas la nommer, qui rejoint la manifestation du 26 avec la France insoumise, alors qu'il y a une tradition d'indépendance du syndicalisme, je voudrais savoir d'abord, vous, est-ce que vous dites « no way », il n'est même pas question que je les suive. Et dans ce cas-là, comment fondamentalement pouvoir négocier avec des opposants qui n'ont pas envie d'aboutir à quelque chose, mais simplement de renverser le gouvernement qui est en place? Pour ce qui est de Force ouvrière, on a répondu que le 5 mai, nous n'y allions pas. Le 26 mai, nous n'y allions pas non plus, puisque c'est une mobilisation. C'est une erreur de la CGT, Je n'ai pas à juger le positionnement des autres confédérations. En ce qui concerne Force ouvrière, le souci d'indépendance fait que nous sommes un syndicat, rien qu'un syndicat. Après, les femmes et les hommes qui sont adhérents à Force ouvrière sont avant tout des citoyens et ils font ce qu'ils veulent. Mais Force ouvrière ne se joint pas à des mouvements politiques. J'allais dire, c'est historique depuis 70 ans que nous existons. Par contre, le souci que nous avons, c'est que nous ne demandons pas à co-légiférer, à co-gérer l'intérêt général. Par contre, dans notre démocratie sociale, si aujourd'hui nous avons une sécurité sociale collective, si nous avons des conventions collectives, si nous avons même un statut général de la fonction publique qui nous permet aujourd'hui, qui est un peu le bien de ceux qui n'ont rien, c'est parce que des organisations syndicales, en toute indépendance, en toute liberté, ont fait des propositions, ont fait des préconisations qu'à un moment donné, les exécutifs, de gauche, de droite, de je ne sais pas quoi, ont utilisées et ont traduit par la loi pour les rendre, on va dire, ouverts à tous dans le cadre de l'intérêt général. Là, se priver de ces préconisations, de ces propositions, de ces suggestions, de ces revendications, c'est s'affaiblir sur un plan démocratique. Et encore une fois, parce que la nature a horreur du vide, c'est générer, et notamment localement, énormément de communautarisme. Nous le payerons collectivement sur un plan démocratique. Au fond, vous êtes comme Laurent Wauquiez ce soir. C'est-à-dire que vous êtes animé par la colère, vous êtes animé par la colère, mais non, mais je peux très bien le comprendre. Vous êtes animé par la colère, donc vous êtes bon, hein, mais en vérité, vous êtes bon, vous êtes convaincant, mais je ne suis pas convaincu. Hein, mais donc je ne suis pas si bon que ça. Mais si, attendez, c'est pas la bonne cible. Je ne suis pas vraiment la bonne cible, vous deviez le savoir, vous avez remarqué. Il y a des choses qui nous rapprochent et puis des choses qui nous éloignent. En tout cas, ce n'est pas parce que vous êtes convaincant et intense que vous avez raison. Mais je ne cherche pas à avoir raison, je vous donne les positions qui sont celles de mon organisation, c'est-à-dire des travailleurs qui nous font un certain nombre de remontées. Sauf que ces travailleurs-là, qui ne sont pas des gens qui ne sont rien, ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui triment, ce sont des gens qui ont une crainte, c'est que leur droit collectif je travaille depuis l'âge de 20 ans, c'est que leur droit collectif, 50 ans, je travaille. Je vous parle du cheminot, par exemple, des leçons de morale. Alors, en matière de leçons de morale, je m'excuse, mais celles et ceux qui nous ont précédés, ou ceux qui nous gouvernent, d'une manière générale, sont quand même assez forts en la matière. Les colères ne sont pas prises en compte, c'est ça que vous voulez dire. Il faut faire très attention le plus gênant aujourd'hui, à cette cohésion sociale qui est en train d'exploser. Attendez, ça s'essouffle pour l'instant. Voilà. Parce que la fameuse convergence dont on entend parler depuis 2 mois, qui est un rêve de la CGT... Elle va se traduire comment à ce moment-là, la souffrance sociale ? Non, mais ma question est, on a l'impression qu'il y a un essoufflement du mouvement. C'est un danger démocratique. Et est-ce qu'il y a une radicalisation qui va de pair avec une espèce d'essoufflement ? Si vous ne reconnaissez pas les organisations syndicales, contrepoids, républicaines, démocratiques, à leur rôle, justement, dans le cadre tant de la négociation que de la concertation ou qu'à un moment donné de l'établissement du rapport de force, alors
vous vous exposez à tout et n'importe quoi sur un plan démocratique. Je voudrais entendre et il y a de quoi être en colère. Pardonnez-moi, je voudrais entendre le regard sur ces questions-là. Comment le Canadien et la Britannique que vous êtes ce soir, comment vous vous entendez et vous voyez ce débat aujourd'hui ici sur cette idée qu'on entend chez Pascal Pavageau que les corps intermédiaires seraient méprisés par Emmanuel Macron? Vu de loin, la France est le pays de l'éternelle manifestation. C'est-à-dire on en félicite ou on s'en désole. On dit les Français se mobilisent en toutes circonstances pour défendre leurs droits ou ce pays est irréformable selon les préférences des uns et des autres. Or, on a l'impression en ce moment qu'on est devant un président qui veut réformer, qui veut tenir, qui ne veut pas céder, qui ne veut pas être le président suivant qui aura lui aussi cédé à la rue d'une manière ou de l'autre. Et il tire une partie de son autorité justement du fait de son style assez volontariste dans les circonstances, bonapartiste dirait-on chez vous. Alors j'ai l'impression que vu de loin, on a l'impression qu'on est devant un président qui tient, à tort ou à raison, on peut apprécier ou non les réformes, mais c'est surprenant de voir quelqu'un qui a décidé de tenir à la rue plutôt que de finalement chanter ses louanges. Mélissa Bell. Il a décidé de réformer, comme vous dites très justement, mais avec cette question qui reste en suspens, il me semble, un an après son élection, de ce qui va se passer après. Parce que justement, nous avons affaire à un président pragmatique plutôt qu'idéologique. Quel sera son positionnement une fois les réformes faites? Est-ce qu'on ira vers, à un moment, une forme de redistribution ou quelque chose de totalement nouveau, plus anglo-saxon, la théorie du ruissellement, quelque chose de nouveau en France? Et pour l'instant, cette question-là, il n'y a pas encore répondu. Il ne peut pas y répondre puisqu'il n'est pas idéologique. Et je pense que ces questions, ces questionnements, ce vide, finalement, inquiètent beaucoup et mènent aux débats qu'on entend et aux colères et aux craintes qu'on entend très souvent exprimées en ce moment. Frédéric Mitterrand, puis Brice Teinturier. Oui, il y a une chose qui m'inquiète beaucoup, et en ce sens, M. Pavageau a raison, c'est qu'il y a une montée de la rage irraisonnée. Dans les universités, ils sont totalement minoritaires, ceux qui bloquent. Mais ils sont dans un état de rage totale. Si ce sont des étudiants, ce n'est pas absolument sûr. Mais enfin, ils sont dans un état de rage totale. Les zadistes étaient aussi dans un état de rage totale. La rage existe dans des groupes, elle est inhérente à la société française. Il y a une espèce de culture de la terreur dans la société française qui est terrible, qui remonte par période. Là, elle est là, alors qu'on l'avait perdue de vue. Et là, M. Pavageau a raison dans la mesure où il dit qu'effectivement, si le dialogue social n'arrive pas à s'établir véritablement, ce sont les marges, et ces marges sont extraordinairement violentes, et elles sont déstabilisatrices pour la société française, et c'est là qu'il peut y avoir un véritable danger pour le président de la République actuelle. Brice, est-ce que vous la mesurez, cette rage dont parle Frédéric Mitterrand, cette colère? Est-ce que vous avez le sentiment qu'en un an, elle a été grandissante? Non, je ne crois pas qu'elle ait été grandissante. Il y a de la colère dans le pays, ça c'est incontestable, mais souvenez-vous, entre 2013 et 2017, on a vu justement la colère monter de manière extrêmement puissante à travers les bonnets rouges, à travers des formes de radicalisation, de contestation, et je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui qu'elles sont en augmentation. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que sur le plan des principes, les Français donnent plutôt raison à M. Pavageau. 55% des Français trouvent que la méthode du gouvernement est trop autoritaire. Ils sont aussi dans les dimensions d'image d'Emmanuel Macron à pointer que le trait d'image le plus négatif, c'est de vouloir passer en force sans respecter les choses. Donc ça, c'est plutôt un point en votre faveur. Et puis j'ajoute tout de suite un point en votre défaveur, c'est qu'au-delà des principes et sur les terrains de jeu, quelles sont les réformes qu'ils approuvent le plus? La réforme de la SNCF, la réforme du marché du travail. Donc en réalité, ils se disent aussi que ce leadership dans un pays qui était perçu comme bloqué, il est bienvenu. Donc les principes, oui, ils pointent bien des inquiétudes, mais sur les terrains de jeu, vous voulez dire que les Français sont devenus pragmatiques aussi, sont moins idéologiques? Non, je ne dirais pas ça. Je pense que c'est plutôt sur les sujets de réforme actuels, ils sont plutôt en phase avec la ligne du gouvernement, mais sur la question des principes, sur les inquiétudes, sur la montée des fractures, des inégalités, sur la capacité à écouter et accorder du poids aux partenaires sociaux, là, pour le coup, ils sont quand même convaincus que ça reste important. Deuxième opposant qu'on a écouté ce soir, vous avez salué sa prestation, Nathalie Saint-Cric, et vous aussi, Brice Teinturier, c'est Laurent Wauquiez. Qu'est-ce qui me gêne dans ce qui est fait en ce moment? C'est qu'il y a trop d'injustice. Et la fiscalité est l'injustice majeure. Quel est le deuxième point qui me gêne et que vous n'évoquez pas? Le régalien. Ce n'est pas un petit sujet. Il y a eu 2 records cette année. Le premier record, c'est celui du prélèvement obligatoire. Et non, désolé, on n'est pas de droite quand on augmente les impôts. On n'est pas de droite quand on ne fait pas d'efforts sur la dépense publique. Et on n'est pas de droite quand on continue à faire augmenter l'immigration comme le fait Emmanuel Macron. Sur les impôts, avant de vous faire réagir sur Laurent Wauquiez, je vous propose d'écouter la réponse de Christophe Castaner, notamment sur la taxe d'habitation. Il n'y aura pas d'impôt nouveau. Par contre,
une des préconisations qui est faite, et qui par contre a mon soutien, c'est de considérer que s'il est juste de supprimer la taxe d'habitation pour tous les Français, la supprimer pour ceux qui ont une taxe d'habitation ne me semble pas juste. Et donc je considère qu'on peut maintenir la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, à condition qu'on la maintienne, la suppression, sur les résidences principales de tous les Français. Donc il y aura bien le maintien. Je vous ai donné ma position. Ma position de délégué général de la République En Marche, c'est que l'engagement présidentiel, c'est la suppression de la taxe d'habitation dans le logement où vous vivez. Si vous avez une résidence secondaire 1, 2, 3, je pense que vous avez la capacité d'honorer cet impôt local. Il n'a pas été très clair. Mais il n'a pas été très clair, c'est qu'il a, non, mais il a mélangé. À un moment donné, il a dit taxe d'habitation à la place de résidence secondaire. Il dit un truc très simple, c'est qu'à l'échéance l'année prochaine, la taxe d'habitation à terme sera supprimée pour tout le monde. Pour l'art, je ne suis pas non plus que le ventriloque et le perroquet de Christophe Castaner. Donc ça sera, ça sera supprimé pour toutes les résidences principales. En revanche, parce qu'autrement le manque à gagner soit trop grand, pour les résidences secondaires, elle serait maintenue. Donc si vous avez une résidence principale, vous n'aurez plus de taxe d'habitation. Si vous avez une résidence secondaire, vous l'aurez toujours. Maintenant, plus largement, sur le cas Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez jouait gros ce soir. Il y a de plus en plus de doutes qui montent dans son parti, dans son camp, sur ses capacités à rassembler son propre camp. Alors, ce soir, ma question s'adresse à vous, puisque c'est une partie de votre lectorat, Geoffroy Lejeune. Comment vous avez trouvé Laurent Wauquiez? Quand il a fait l'émission politique il y a 3 mois, il a pris 20 points dans son électorat de droite, qu'il a perdu ensuite après les enregistrements de Quotidien. Là, ce soir, comment vous avez l'impression que Sisyphe est remonté sur le rocher? Comment ça se passe? Je pense qu'il a compris quelque chose, c'est que les électeurs de droite qui aujourd'hui aiment Emmanuel Macron, comme M. Mitterrand, vous n'êtes pas de droite, mais bon, vous aimez bien Emmanuel Macron, après avoir été un ministre dans un gouvernement de droite, ne reviendront pas, ou pas tous en tout cas. Ils sont perdus, ils sont partis, ils sont dans ce bloc central qui a été créé par Emmanuel Macron. Et donc sa stratégie, moi c'est comme ça que je lis sa prestation ce soir, c'est de se dire qu'en revanche, il y a un bloc central, mais il y a une place à droite. Il y a une vraie grosse place à droite, et donc il faut aller, comme disait Mitterrand au sujet des communistes, lui il le fait avec le Front National, plumer la volaille frontiste. Et est-ce que vous avez le sentiment qu'il y est parvenu ce soir, ou que Marine Le Pen a été bonne également? Enfin, quel est votre avis? Alors, je pense qu'il a un avantage certain sur Marine Le Pen, c'est qu'il est nouveau, premièrement. On ne l'a pas vu 2 fois candidat à la présidentielle. Il a un inconvénient, c'est que les gens pensent qu'il n'est pas sincère, mais ça peut se corriger à la marge. Et je suis d'accord, c'est un inconvénient. En revanche, moi, ça m'a intéressé. J'ai entendu 2 choses dans son discours. En gros, Laurent Wauquiez, quand il va à la télévision, en général, il essaie de dire des choses simples et de marteler le même message plusieurs fois. Il a parlé de la hausse des impôts et il a parlé de l'identité. Or, ça m'a fait, Anne Niva tout à l'heure parlait de l'Italie, parce que c'est un très récent vote chez un de nos voisins. Les 2 partis qui ont tiré leur épingle du jeu en Italie, c'était le mouvement 5 étoiles, qui était le mouvement de populiste de gauche, qui lui se concentrait essentiellement sur les impôts. Ouais, de gauche populiste, pardon, Frédéric Mitterrand, c'est quand même assez précis. Non, mais parce que, excusez-moi, mais... Monsieur le ministre, pardonnez-moi, se concentrer sur les impôts et la Ligue qui faisait campagne contre les immigrés. Très à droite. Et ces 2 discours-là font une majorité en Italie. Et je pense qu'il interprète ce résultat. On peut le comparer à beaucoup de votes partout en Europe. Aujourd'hui, les pays de l'Est, évidemment, mais même le Brexit a beaucoup ressemblé à ça. Et il construit son discours sur 2 jambes, c'est moins d'impôts, moins d'immigrés. Voilà. Le problème de Laurent Wauquiez, ce n'est pas de rassembler aujourd'hui, c'est de vampiriser Marine Le Pen et le Front National. Et puis après, quand il les aura bien vampirisés, à ce moment-là, il pourra rassembler son camp, ce qui aura repris quelques couleurs. Mathieu Bock-Côté, vous qui êtes le penseur canadien qui s'intéresse le plus à la droite française, vous avez beaucoup écrit sur la droite française. Comment vous voyez les choses? Comment vous avez apprécié la prestation de Laurent Wauquiez? Comment vous voyez la tectonique des plaques à droite bouger? En fait, c'est tout l'enjeu pour la droite consiste à être de droite, ce qu'elle n'a pas toujours été, c'est-à-dire longtemps elle était sous le signe de l'hégémonie idéologique d'un certain progressisme, elle donnait des gages de respectabilité régulièrement. Lorsqu'on lui disait qu'elle s'éloignait un peu trop du périmètre de respectabilité médiatique, elle s'en excusait, elle était très pénitentielle. Et je pense que le pari de Laurent Wauquiez, c'est d'occuper l'espace d'une droite, on pourrait dire conservatrice, même si le mot n'est pas à la mode de ce côté de l'Atlantique, d'occuper ce terrain-là sur des thématiques, identité, souveraineté aussi à certains égards, enracinement, tout ce créneau qui n'est pas, soit dit en passant, le créneau dans lequel Emmanuel Macron excelle le plus. Emmanuel Macron est très bon sur la question de l'incarnation du
du pouvoir, mais sur des questions qui aujourd'hui polarisent véritablement davantage que le social. Ce sont les questions identitaires, les questions culturelles, la question anthropologique, même à certains égards la question civilisationnelle. Il veut se positionner sur ce terrain et la lecture que je fais de son positionnement, c'est on est dans un moment mélanchoniste en ce moment, qui dure 1 an, qui va durer 2 ans. Quand les questions identitaires qui fondamentalement traversent notre époque vont ressurgir, je crois qu'il veut être le mieux positionné pour s'emparer de ces thèmes-là et s'imposer à droite et s'imposer face à Macron en faisant le pari que sur ce thème-là, il risque d'être plus gestionnaire et moins régalien. De manière générale, Emmanuel Macron, vous le voyez progressiste ou conservateur? Je pense que c'est une synthèse assez intéressante de ce point de vue. C'est-à-dire qu'il y a un style monarchique, il parvient à siphonner l'imaginaire conservateur, d'une partie de la droite d'ailleurs, éloge littéraire, maîtrise du langage, il donne une certaine idée de ce qui est le meilleur de la France. Mais une fois que c'est dit, donc dans le style est assez conservateur, la politique ne l'est pas nécessairement. Donc c'est le grand écart d'une certaine manière entre la verticalité régalienne et l'ouverture aux innovations sociétales. Pascal Pavageau. Fondamentalement, finalement, aujourd'hui, moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous disiez, madame, tout à l'heure. En fait, je pense que nous avons un président de la République qui, alors, indépendamment de la question droite-gauche, gauche-droite un peu traditionnelle, a une vraie idéologie, a un vrai projet. Il a un vrai projet de société et que ce projet de société, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'individualisation, c'est le chacun pour soi, c'est casser l'ensemble des cadres collectifs. Il avait paraphrasé Kennedy au moment de ses vœux en disant, enfin la phrase célèbre en disant « Vous ne demandez pas ce que la nation peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour la nation ». En fait, sa maxime à lui, c'est « Ne vous demandez pas ce que la nation peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour vous uniquement, ou ce que tu peux faire pour toi ». Non, c'est une logique qui est anti-républicaine. C'est une logique qui va... Moi, je me réveille tous les matins en pensant à ça. Moi, alors, je suis pas en pensant à vous-même, vous avez de la chance. Vous vous réveillez tous les matins en pensant à vous-même. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour les autres plutôt que les autres pourraient faire pour moi? Non, c'est pas ce qu'il dit. Vous vous réveillez tous les matins en pensant à vous-même. Le problème, c'est que nous sommes d'abord dans une république aujourd'hui. Et que faire une politique pour les 10% de premiers de cordée qui ont eu soit la chance, soit les moyens, soit la capacité de réussir seuls, c'est nier le fait que 90% de notre société, les derniers de corvée, ils ont besoin de ces cadres collectifs. Ils ont besoin d'une sécurité sociale collective. Ils ont besoin d'un statut. Ils ont besoin d'avoir une retraite qui soit une retraite par répartition intergénérationnelle. Et donc cette vision-là, elle est totalement idéologique. Ils considèrent, quand ils s'expriment à l'étranger, que la France est une start-up, que en fait, on va tous être auto-entrepreneurs de soi-même et que en fait, s'il nous arrive quelque chose, on est un peu responsable de cette situation-là. C'est pour ça qu'il y a une différence fondamentale et réelle en matière de philosophie, en termes de vision entre le président de la République, Emmanuel Macron, et effectivement les partis dits traditionnels, gauche ou droite, qui depuis des années se sont contentés d'avoir des politiques publiques qui étaient de l'austérité budgétaire, mais qui gardaient le cadre républicain collectif. Alors Mélissa Bell, répondez, puisque ça s'adressait à vous. Oui. C'est vrai que quand il a été élu, la grande question, c'est est-ce qu'il était de gauche, est-ce qu'il était de droite? Je pense que vous avez raison. En le regardant évoluer depuis 1 an, on a plutôt l'impression qu'on a au pouvoir en France aujourd'hui un président de droite sur de nombreuses questions, me semble-t-il. Je pense que c'est pour ça que ce que vous disiez est très juste. Le positionnement de Jean-Luc Mélenchon, pour l'instant, en réponse à ça, est celui qui est parlant. Ça passera peut-être, et la droite devra trouver sa place par rapport à ce qu'il a fait, mais pour l'instant, les craintes sont plutôt celles qui sont exprimées par Jean-Luc Mélenchon. Ce qui lui colle à la peau, cette idée du président de droite, c'est bien à cause de ça, le président des riches, pardon, c'est bien à cause de ça, parce que justement, il se positionne finalement beaucoup plus à droite que ce qu'on aurait pu imaginer il y a 1 an encore. Alors, sur ça, président des riches, c'est Olivier Faure qui en a parlé, qui a insisté dessus. Écoutez. L'impôt sur la fortune. Et puis après, il y a eu la flat tax qui a permis de baisser l'impôt sur les dividendes. Et maintenant, on nous dit qu'on va même enlever l'exit tax, une amnistie pour les évadés fiscaux. Eh bien, ce soir, je suis venu vous parler de l'autre plateau, de ceux qui sont finalement sur l'autre plateau, ceux qui n'ont pas pesé lourd dans la balance présidentielle. Ceux-là, ils sont nombreux. Les retraités, qui payent plus de CSG, les étudiants à qui on promet un avenir dans la sélection, ce sont les fonctionnaires que l'on méprise, ce sont les malades à qui on a proposé tout simplement de faire en sorte que le forfait hospitalier augmente, ce sont ces locataires qui voient leurs APL diminuer. Eh bien, il y a un président des riches. Il faut maintenant un parti pour tous les autres. Anne Niva, la gauche social-démocrate qui a dominé ces 20 dernières années tous les pays européens et occidentaux est à la peine absolument partout et on le voit, Olivier Faure est également un représentant. Est-ce que vous pensez que cette gauche social-démocrate a encore quelque chose à dire, a encore un espace ou qu'elle est définitivement morte? En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a en France un Français sur 6 qui vit avec moins de 1015 € par mois.
et que ces Français les plus modestes auxquels fait allusion, je pense, Olivier Faure, ont toujours été relativement indifférents à Emmanuel Macron. Et je crois que vraiment, on peut dire que la plupart d'entre eux se sont abstenus. Parce qu'on oublie tous, aujourd'hui, 1 an après, ce fameux chiffre de 25,4% du taux d'abstention de ces élections 2017. Donc je pense que c'était un signal qui avait été envoyé lors de cette élection. Et aujourd'hui, on peut essayer de savoir si Macron est de gauche ou de droite. En tout cas, ça ne change pas ce chiffre. Et le fait que ces gens qui se sont abstenus, qui sont dans une colère sourde, dont vous avez parlé, qu'on sonde régulièrement, ne se reconnaissent pas dans ce qui vient d'être fait depuis 1 an. Mais bon, 1 an, c'est court. Je crois que sur le plan français, comme sur le plan international, qui est un plan que je connais mieux, tout le monde attend quelque chose de la part d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, on veut qu'il deliver, qu'il fasse quelque chose. Alors, sa façon de faire en France. Est-ce qu'il peut le faire seul? Mais il souhaite en tout cas le faire seul. C'est ce qu'il nous montre, ce que vous dénoncez, c'est ce qu'il nous montre depuis 1 an. Non, mais au niveau international, il ne peut pas le faire seul. Là, je parle de la France. Pas être une oasis au niveau dans international. C'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. L'Europe est tout à fait désunie. On vient de se rendre compte avec ce qui s'est passé en Israël, à Jérusalem, avec cette nouvelle ambassade américaine. Il y a quelques pays européens qui se sont rendus sur place. C'est la République tchèque, c'est l'Autriche, c'est la Hongrie, je crois, si je ne me trompe pas, alors que les autres, nous Français, évidemment, n'y étions pas. Donc on a beaucoup de mal à faire parler cette Europe des 27 d'une seule voix. Le principe, le processus même de l'Europe, c'est le consensus permanent, perpétuel. Est-on encore capable de l'obtenir ? Pour un sujet qui est celui qui m'intéresse plus, c'est celui des sanctions à venir, de les renouveler ou pas envers la Russie, ça aura lieu au mois de juin, il faut l'unanimité des Européens envers ces sanctions. On l'aura ? Je pense qu'il est possible de l'avoir pour ce mois de juin. Est-ce que ça sera possible encore dans 6 mois ? Nous avons aussi quelques pays européens qui sont des ex-pays de l'Est, qui sont en faveur que ces sanctions envers la Russie soient renouvelées non pas tous les 6 mois, mais tous les 12 mois. Donc on n'est pas du tout d'accord. Nathalie Saint-Cricq. Je crois que je vais revenir, je vais être un peu hexagonale. Ce qui manque pour l'instant, à mon avis, à Emmanuel Macron, c'est quand il y a eu la campagne, on a eu une espèce de souffle, l'Europe, un certain nombre de choses, on avait libéré, protégé, unir. Bref, on se disait en gros, ça va peut-être être dur au début, puis après, on va avoir un but. Enfin, on va au moins comprendre pourquoi c'est dur au début. Ce qui d'ailleurs était un grand classique sous Mitterrand, sous un certain nombre de présidents. À chaque coup, on nous dit, vous allez voir, le pain noir, mais le pain blanc arrive et tout. Là, on nous dit, il n'y a pas de temps 1, de temps 2. Donc, on se demande un peu quel est le but de l'opération. Quand on regardait dans le papier du Monde l'autre jour, l'étude sur les personnes âgées, qui devait appeler les seniors, les anciens, les vieux, je ne sais pas comment on doit l'appeler pour choquer personne, en disant en gros que tout le monde était malheureux. Qu'on nous dise, il faut nous vendre quelque chose, non pas du rêve, non pas nous vendre un truc merveilleux, mais nous vendre une raison non pas de souffrir, mais d'avoir une période difficile. Il faut qu'on nous explique, libérer, c'est pas suffisant. Le libéralisme, c'est pas suffisant. Et je crois qu'il manque cette touche, ce supplément d'âme qu'on avait eu pendant la campagne et qui aujourd'hui n'est peut-être pas présente pour qu'on puisse avancer et continuer à avoir envie de suivre. Ou autrement, effectivement, la France d'en haut, la France d'en bas, on va se reprendre ça. Et là, c'est la prochaine fois, ça se terminera peut-être pas très bien. C'est-à-dire, si je vous comprends bien, vous estimez que Emmanuel Macron n'a pas de vision. C'est ça ? Il en a une pour l'État. Il en a une pour l'État. Il en a une pour lui-même, mais il ne nous la communique. Je ne suis pas en manque de la vision d'Emmanuel Macron. Je pense simplement que on peut pas tomber amoureux d'un taux de croissance. C'est très, très bête ce que je dis. Mais si on peut tomber amoureux d'un taux de croissance, parce que ça libère la société, parce que les gens ne sont pas au chômage, parce qu'ils ne sont pas malheureux, mais ça ne peut pas suffire comme politique et comme vision à long terme. Brice Teinturier, Frédéric Mitterrand. Oui. Effectivement, ça ne peut pas suffire. Et on en a eu la démonstration, je crois, avec Castaner tout à l'heure, qui a expliqué, je le cite, que la seule question importante, c'est est-ce que c'est efficace, est-ce que ça marche. Eh bien, on ne peut pas réduire une politique uniquement à son efficacité. Oui. Donc derrière, il y a la question des valeurs. Et c'est pour ça que le thème de la montée des inégalités, qui aujourd'hui est en 3e position, est un thème fondamental pour les Français, d'où la justice, la balance d'Olivier Faure, parce que ça résonne effectivement dans l'opinion. Et c'est pour ça aussi que les Français ont le sentiment qu'Emmanuel Macron s'est déporté d'une part sur la droite. Quand vous le faites situer sur une échelle gauche-droite, c'est fascinant. Hein. Il était au centre il y a 1 an pendant la campagne. Il s'est déporté à une note de 5,7 ensuite. Il est aujourd'hui perçu comme plus à droite que les Français eux-mêmes ne s'autopositionnent. Donc un président plus à droite, un président sur la praxis
et des valeurs qui restent à définir. Du coup, la montée des inégalités, le sentiment qu'effectivement, en fonction des revenus, eh bien, on est pris en considération ou pas, c'est ça qui progresse. Et pourtant, son taux de notoriété, de popularité reste assez fort comparé à ses prédécesseurs. Alors, tout est dans le comparé à ses prédécesseurs. Oui, son taux de popularité est beaucoup plus élevé que celui à la même date de François Hollande et de Nicolas Sarkozy. Il est plutôt bon quand vous regardez un 40% sous la Ve République de jugement favorable, un bilan à 45% dans l'enquête Ipsos Soprasteria que nous avons réalisée. Mais ça reste minoritaire, il faut aussi ne jamais l'oublier. C'est meilleur par rapport aux autres, mais dans la coupe à l'instant T et pour les Français, il y a quand même une majorité de Français qui expriment son mécontentement. Moi, je regarde les choses beaucoup plus simplement, peut-être. Au fond, il avait un programme. Pour la première fois, on a un président qui applique son programme comme il l'avait dit. Alors, forcément, il y a une certaine solitude. Et ce programme, de surcroît, reprend un certain nombre de critiques que l'on adressait à la société et à la politique française depuis 25 ans et sur lesquelles on n'avait jamais bougé. Alors, forcément, ça crée une frustration permanente, un bloc, je sais pas, des blessures, bien sûr. Mais en fait, il a raison. Il a raison de continuer comme ça. Et on est là en train de dire qu'on attend. Oui, une seconde. Il est là. Pascal Pavage n'est pas d'accord. Oui, j'ai bien compris. Oui, il y a eu un soufflement là. Non, j'ai souri. Non, oui, vous avez souri. Bon. C'est déjà ça. Il avance sur le programme qu'il a présenté et sur les frustrations que nous connaissons depuis 25 ans. Pour la première fois, il se passe quelque chose. C'est pourquoi les Français, à la fois, trouvent qu'il est trop brutal, qu'il y a peut-être des inégalités, qu'il est peut-être le président des riches, et qu'en même temps, il reste populaire parce qu'ils sentent aussi qu'il a raison de continuer, alors que les autres, sans cesse, cédaient dès qu'il y avait le premier vent mauvais. Ils brûlent tous les deux de vous répondre. Alors, oui, on y va, Pascal Pavageau. Le problème, c'est l'explosion des inégalités. Le problème, c'est l'explosion des inégalités. L'explosion des inégalités avec le fait qu'en plus, si on casse le cadre collectif, le modèle républicain, alors, au moment même, le paradoxe, c'est qu'à un moment donné, si on retrouve un taux de croissance positif, alors, sans ce cadre réglementaire, le taux de croissance profite uniquement aux plus forts ou aux plus favorisés, au détriment des plus faibles. C'est-à-dire que dans ces cas-là, c'est l'augmentation même, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est l'augmentation même du fait qu'on a un taux de croissance élevé qui fait que les inégalités augmentent encore plus. Vous trouvez franchement que c'est moderne et que ce n'est pas anxiogène de déprotéger les gens, de casser les cadres collectifs? En ce sens, c'est une vision de société extraordinairement inquiétante. Si on prend la réforme de la SNCF, ce qui est libéral, d'ailleurs, gauche comme droite, depuis 20 ans, ont toujours fait la même chose, c'est effectivement d'aller, par exemple, sur l'ouverture à la concurrence. C'est imposé par l'Europe, tous les gouvernements précédents l'ont fait. Sauf que là, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise cette réforme ultralibérale pour casser le cadre collectif, alors que personne ne lui a imposé, en l'occurrence du statut des cheminots. Sur le fait que la SNCF c'est-à-dire qu'on est vraiment, oui, et c'est de la faute du statut peut-être. Ça n'a absolument aucun sens. Il faut tout remettre à plat. Non, mais il faut tout reconstruire. Là, vous êtes sur l'idéologie absolument pure. Et ce cadre collectif, il nous mène dans le mur, dans une logique de jungle et de chacun pour ça. Et ça, ça ne fera que. Oui, mais si on y est déjà dans ces cas-là, la responsabilité de celui qui est le garant et de notre République et de l'intérêt général, c'est de l'arrêter et de faire en sorte que la France, qui couvre aujourd'hui 93% de ses travailleurs par un cadre collectif ou par un statut, eh bien, passe à 100% mais ne descende pas à zéro. Geoffroy Lejeune. Moi, juste d'un mot, je suis frappé par on dit depuis tout à l'heure que Macron est de droite, en tout cas perçu comme de droite. Moi, si je devais le situer, je dirais juste que c'est en fait la pure essence du libéralisme, la philosophie politique du libéralisme. En fait, c'est un libéral politique, économique, philosophique. Le libéralisme est-il de droite ou de gauche? C'est quelque chose qui... C'est une vraie question philosophique. Vous avez posé la question à Wauquiez tout à l'heure, qui dit pas forcément, ça dépend sur quel sujet, d'où cette montée des inégalités. Moi, je trouve juste que le macronisme, en fait, ça repose sur une croyance quasi religieuse dans l'économie de marché. Et je suis approuvé par la force ouvrière, c'est très gênant. C'est l'indépendance politique. C'est l'indépendance politique. Il a pas l'air trop malheureux quand même. Je suis très surpris de ce discours. Non, mais tout ça pour dire... de reconnaître qu'il est vrai. Mais non, mais parce que là où je voulais en venir, c'est que... Ils troublé. On va les laisser tous les deux. Les plus libéraux. On va les laisser tous les deux. Du programme ultralibéral de je ne pense pas qu'il est libéral. Ce que je voulais dire,
ce que je voulais expliquer, c'est que repose sur la croyance dans le fait que créer plus de richesses pour les plus riches, les fameux premiers de cordée, c'est le ruissellement, il ne peut pas l'appeler comme ça, il dit que le ruissellement n'existe pas, va retomber sur les classes qui aujourd'hui souffrent. Moi, je dis juste une chose sur le macronisme, pardon, non, mais, parce que j'ai compris vraiment ce que vous dites. Par ailleurs, si on commence à rentrer dans les débats sur le statut, on ne va pas être d'accord. Donc voilà, ça veut dire que ce n'est pas du ruissellement, c'est de l'évaporation. Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, ce que j'allais vous dire, moi, on est en train de tout faire remonter sur les quelques-uns. La vérité, Pascal Pavageau, on n'en sait rien. Pour l'instant. Allez demander à celles et ceux qui sont justement en bas. Je lisais aujourd'hui. Non, mais attendez, qui souffrent, on est d'accord, évidemment, aujourd'hui. Et ils ne savent pas où ils vont. Ça, je suis d'accord avec vous aussi. Je lisais dans le point aujourd'hui, le philosophe libéral, lui aussi, Gaspard Koenig, qui disait que le programme de Macron, le Macron au gouvernement, c'est le programme le plus libéral quasiment qui a été porté sous la Ve République. C'est Jacques Chirac en 86, quand il était libéral, à l'époque où il était libéral. C'est assez intéressant comme point de vue. Et si ça ne marche pas dans 2 ans, il y aura sans doute des émeutes, sans doute des gens qui seront très énervés, la colère augmentera, etc. Mais on n'en sait rien, ça se trouve, c'est ça qu'il faut faire. Donc, excusez-moi, sur la SNCF, ça paraît du bon sens de libéraliser un peu ce système. Avant de vous écouter, Adniva, je voudrais que vous regardiez cet extrait du documentaire de Bertrand Delay, diffusé sur France 3 la semaine dernière, je crois. Un extrait dont on a beaucoup parlé, où Emmanuel Macron fait une analogie étonnante entre la lutte pour les APL et le colonel Beltrame. Le colonel Beltrame, il est mort parce que la France, ce sont des idées, des valeurs. Quelque chose d'une guerre qu'il dépasse. Et que les gens qui pensent que la France, c'est une espèce de syndic de copropriété où il faudrait défendre un modèle social qui ne sale plus, une république dont on ne connaît plus l'odeur et des principes qui fait bien d'évoquer parce qu'on s'est habitué à eux et qu'on invoque la tragédie dès qu'il faut réformer ceci ou cela et qui pensent que en quelque sorte, le summum de la lutte, c'est les 50 € d'APL. Ces gens-là ne savent pas ce que c'est que l'histoire de notre pays. L'histoire de notre pays, c'est une histoire d'absolu. C'est un combat pour la liberté. C'est une volonté d'être souverain face à tous les fascismes. C'est un amour de la liberté au-delà de tout. C'est une volonté de l'égalité réelle. C'est ça la France. C'est ça ce qu'a fait Beltrame. En fait, il est gaullien et il a 40 ans. Quand le général de Gaulle, à 75 ans, disait ces choses-là, avec une vie recrue d'épreuves et une légitimité formidable, on l'écoutait et on se disait, il a peut-être raison. Quand lui, qui a 40 ans, le dit, et dans le contexte dans lequel on est, on se dit, moi je me dis qu'il a raison, mais je comprends très bien que ça ne soit pas suffisamment convaincant. Nathalie Saint-Cric, sur cette phrase. Attendez, il y a un truc très simple, c'est que soit on le prend d'un point de vue littéraire ou philosophique. Et dans ce cas-là, on peut très bien retrouver, il y a une scène dans l'Antigone d'Anouilh, où Antigone, qui va mourir pour ses principes, dit je vais mourir ce soir, c'est terrible. Et il y a le garde qui lui dit, alors moi, mon avancement, pendant ce temps-là, je suis brigadier, je ne vais pas devenir sergent. Et il lui parle sans arrêt, il le ramène. Et on peut trouver que cette scène est magnifique. Ça, c'est littérairement. Et pour revenir sur ce que disait Frédéric Mitterrand, si on prend ça au pied de la lettre, et quand on regarde un documentaire le soir, on est plus ou moins endormi et qu'on entend ça, on a l'impression qu'en gros, il oppose une forme de grandeur et la pauvre personne qui demande, qui garde son SMIC. Et ça, politiquement, ça peut être une injure. Donc, littérairement, très bien, si c'est dans une discussion, on peut très bien comprendre ce qu'il veut dire sur la grandeur, mais je pense que ça serait plus habile de ne pas faire trop de phrases de ce genre. Adniva, ça vous a choqué cette phrase ? C'est maladroit. Oui, c'est maladroit. C'est très étonnant, je ne l'avais pas entendu, mais je pense qu'il a dû regretter de le dire. Mathieu Bock-Côté et Mélissa Bell, qu'est-ce qu'ils pensent de ce style gaullien, dit Frédéric Mitterrand, quand il fait cette analogie-là ? D'une manière ou de l'autre, je crois qu'un président de la République en France doit avoir un style gaullien ou est condamné à la déchéance symbolique très rapidement. Et de ce point de vue, il l'a compris, alors que d'autres ne l'ont pas compris. Alors il est très bon. Non, mais c'est assez fascinant quand même. C'est-à-dire, quelques-uns, ces dernières années, sans les nommer, disons, n'avaient pas une idée gaulienne d'eux-mêmes et du pouvoir. Et là, on se retrouve avec quelqu'un qui est manifestement habité par une certaine idée de lui-même et de la France. Ensuite, on peut l'apprécier ou non, la question n'est pas là. Mais on est devant quelqu'un qui veut incarner quelque chose. Quel est votre avis, vous ? Parce que vous étiez très critique du candidat Macron, vous l'êtes beaucoup moins du président Macron. Le candidat et le président sont assez différents. Moi, ça m'a marqué quand même. Et ensuite, je trouve que le président est beaucoup plus habile politiquement que ce qu'on pouvait imaginer. On est quand même devant un candidat qui disait la culture française n'existe pas, qui énumérait toutes les communautés présentes sur le territoire national sur le modèle du multiculturalisme, mais qui ensuite a le génie politique de se prendre comme intervieweur devant lui, Edwy Plenel. C'est quand même formidable, permettez-moi de leur dire. C'est très facile d'avoir l'air de droite quand on a Plenel devant soi. Même vous auriez l'air de droite. Alors
dans les circonstances... Même vous, oui, c'est tout dit. Alors, même dans les circonstances, je dis qu'on est devant quelqu'un qui a eu ce génie politique particulier de programmer une recomposition à son avantage. Et la France a une vocation monarchique depuis toujours dans son rapport au pouvoir. Manifestement, il le comprend et plus encore, il l'assume. Mélissa Bell. Non, c'est vrai que la phrase était malheureuse sur les APL pour lui à l'intérieur de la France, mais en fait, ce qui intéresse de l'extérieur chez Emmanuel Macron et ce qu'on vient d'entendre était dans une séquence un peu plus longue où il essayait d'expliquer que le plus grand danger auquel faisaient face les démocraties, c'était un espèce de nihilisme où on avait oublié ces absolus que pouvait incarner une démocratie. Et les démocraties qu'il appelle illibérales en Europe et les pays du monde qui ont aujourd'hui des populistes au pouvoir. Et finalement, d'entendre le reste du monde regarde Emmanuel Macron tenir ce type de discours avec beaucoup de passion, beaucoup de conviction pour essayer de dire voilà ce qu'est la démocratie, voilà comment il faut la sauver, il faut qu'elle soit faite d'absolus, il faut qu'on y croie. Parce qu'il y a une partie de la population à l'extérieur de la France qui a besoin d'entendre ce discours-là. Brice Teinturier, et puis ça y est, on a le sondage. Mais je crois que ce n'est pas du tout lié à une conception monarchique du pouvoir. C'est lié à une conception du rôle des individus dans l'histoire, ce qui est très différent. Emmanuel Macron, comme Charles de Gaulle, pensent que les hommes peuvent infléchir le cours de l'histoire, qu'ils ont un rôle à jouer. C'est ce qui les unit certainement. Mais ce n'est pas pour autant qu'Emmanuel Macron serait un adepte d'une forme de verticalité monarchique. Là, je crois qu'on confond deux choses. Allez, rapidement, parce qu'on a le résultat du sondage, il est 23h32. Le summum de la lutte, ce sont les APL. Et ce dérapage-là est totalement abject pour celles et ceux qui touchent l'APL. On ne touche pas d'APL, effectivement, quand on habite Jupiter, en l'occurrence. Ça, effectivement, on n'en a pas besoin. Mais c'est le même type de dérapage que de dire qu'il y a des gens qui ne sont rien. Il n'y a personne qui n'est rien. Ça n'existe pas, les gens qui ne sont rien. Et ça, ce sont des vrais dérapages qui ne sont pas dignes de la fonction présidentielle, qui n'est pas que chef de l'État, qui est avant tout président de notre République. Et dans notre République, il y a la liberté, il y a la fraternité, mais il y a toujours eu l'égalité au-dessus. Jean-Baptiste Marteau va donc nous rejoindre. Jean-Baptiste, vous avez le résultat. Vos équipes, Brice Teinturier, ont bien travaillé. Le sondage Ipsos Sopra Steria avec deux questions. D'abord, lors de cette émission, pour ceux qui l'ont regardé et qui ont été sondés, lors de cette émission, avez-vous trouvé chacune des personnalités suivantes convaincantes ou pas convaincantes? Jean-Baptiste. Alors, on a trois invités clairement qui se détachent avec des scores qui sont plutôt dans la moyenne de l'émission. On ne touche pas les 70%, comme c'était le cas pour Jean-Michel Blanquer. Arrive en tête chez donc le plus convaincant pour nos téléspectateurs, Jean-Luc Mélenchon, 47% l'ont trouvé convaincant ce soir. C'est juste devant Laurent Wauquiez qui arrive deuxième avec 44% de convaincants. Marine Le Pen, troisième, 41% l'ont trouvé convaincant parmi nos téléspectateurs qui ont regardé l'émission. Ensuite, Christophe Castaner avec un score plutôt faible, 37%, même si c'est bien sûr le parti au pouvoir et ça peut s'expliquer ainsi. En revanche, là pour Olivier Faure qui arrive cinquième avec seulement 24% de téléspectateurs convaincus, là c'est très faible et ça manque encore le déficit pour le Parti socialiste qui peine encore à convaincre l'électorat. Donc voilà le sondage réalisé par Ipsos Sopra Steria il y a quelques minutes. Bon, alors avant de vous poser la deuxième question que vous avez posée aux Français, d'abord une réaction sur ça. Le plus convaincant ce soir, Jean-Luc Mélenchon, suivi de Laurent Wauquiez, qui est devant Marine Le Pen. Non, vous n'êtes pas d'accord, Anniva? Pas étonnant, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Sauf que l'effet de surprise du nouveau venu, Olivier Faure, finalement, ne se traduit en rien au niveau conviction. Effectivement, c'est celui qui a suscité le plus de recherches sur Google, mais qui n'a pas convaincu, en tout cas selon ce sondage-là. Brice, peut-être une explication? Juste une remarque aussi, ce ne sont pas de bons scores. Pour personne. Aucun n'obtient un score supérieur à 50% quand même de convaincants. Et ce sont des scores inférieurs à ce qu'on mesurait individuellement quand ils étaient passés dans l'émission politique. Alors après, il y a une hiérarchie très, très clairement. Et pour Olivier Faure... Comment vous l'expliquez? Mais parce que ce ne soit pas des très bons scores. Au début, j'ai trouvé, moi, que chacun était en réalité enfermé dans son terrain de jeu habituel et qu'il n'a pas fait la démonstration ce soir qu'il apportait quelque chose de substantiellement nouveau par rapport à ce qu'on pouvait entendre de lui ou d'elle dans les différents médias au cours des derniers jours. On voyait bien que ça tournait un petit peu, je ne vais pas dire en rond, mais qu'ils étaient sur les mêmes terrains de jeu que classiquement ou qu'habituellement. Bien. Une autre réaction sur ce premier sondage, Nathalie? Non, effectivement, je pense que c'est la même chose que Brice, peut-être parce que j'ai regardé aussi l'émission à côté de lui. Mais on avait l'impression que personne n'a eu d'audace particulière ou de transgression particulière. C'était un peu un ronron habituel. Et effectivement, et puis il y a une prime au verbe quand même à l'aisance, c'est-à-dire que je trouve toujours à chaque fois que Jean-Luc Mélenchon a une aisance absolument incroyable, Wauquiez une façon hyper construite, et une certaine forme de lassitude chez Marine Le Pen encore, qui est qu'on ne la sent même plus forcément totalement convaincue par ce qu'elle dit.
Qui incarne le mieux l'opposition à Emmanuel Macron et à son gouvernement? Réponse, Jean-Baptiste. C'est la deuxième question effectivement posée par l'équipe d'Ipsos avec Sopra Steria. Très clairement, un de nos invités se distingue largement comme l'opposant numéro 1 à Emmanuel Macron. C'est Jean-Luc Mélenchon. Il est cité comme meilleur opposant à Emmanuel Macron par 45% des téléspectateurs qui ont suivi cette émission. Il distingue, il devance assez largement, mais il arrive en deuxième position. C'est Laurent Wauquiez avec 25%. Il est donc cité comme l'opposant numéro 1, c'est-à-dire que Laurent Wauquiez devance d'un point seulement Marine Le Pen, qui n'est que troisième parmi les opposants à Emmanuel Macron avec 24%. Enfin, Olivier Faure arrive bien loin derrière avec seulement 6% des téléspectateurs qui le citent, le premier secrétaire du Parti socialiste, comme l'opposant principal du président de la République. Merci à vous, Jean-Baptiste, pour ces chiffres. Une analyse, Brice Teinturier? Oui, quand on posait ce type de questions avant l'émission, sur qui est le meilleur opposant, on avait déjà Jean-Luc Mélenchon qui arrivait en tête. On avait ensuite Marine Le Pen. Et très loin derrière, plutôt à 8%, Laurent Wauquiez. Donc je crois que malgré tout, le fait qu'il soit au même niveau ou même très légèrement devant Marine Le Pen montre bien que ce soir, me semble-t-il, Laurent Wauquiez a marqué quelques points. Mais c'est le plus radical, Jean-Luc Mélenchon, qui apparaît comme l'opposant le plus résolu. Allez-y. Quand on veut devenir président de la République, il faut vraiment le vouloir, avec une intensité absolument extraordinaire. Je suis persuadé que dans tous les gens qu'on a vus ce soir, le seul qui avait vraiment envie de le devenir, et c'est quand même la clé dans la politique française telle qu'elle est aujourd'hui, c'était Laurent Wauquiez. Et donc je pense que contrairement à ce que dit le sondage ce soir, l'opposant le plus résolu, le plus efficace, le plus tenace et celui qui a le plus de chances, que je réprouve pour ma part, c'est Laurent Wauquiez. Anniva. Une petite anecdote, parce que j'ai été voir Jean-Luc Mélenchon en coulisses après qu'il a parlé ici. Je voulais lui parler un peu de la Russie, puisqu'il en vient. Et il m'a dit qu'il avait été voir un opposant qui ne compte pas. Ce sont les mots de Mélenchon, effectivement, face à Poutine, qui s'appelle Udaltsov, qui vient de sortir de prison. Et en revanche, il a fait un petit film, puisqu'il fait des films sur sa chaîne YouTube, Mélenchon, pendant qu'il était dans son voyage en Russie, dans lequel il disait que finalement, la Russie, c'était un peu comme la France. La France, en France aussi, il n'y avait pas d'opposition. Donc je pense qu'il est très content ce soir d'apparaître, d'après votre sondage, comme le numéro 1, le meilleur opposant. Et réciproquement pour Emmanuel Macron, parce qu'on a vu régulièrement qu'Emmanuel Macron, ils se sont choisis. Oui. Voilà, ils se sont choisis l'un l'autre. Emmanuel Macron parce que ça l'arrange d'avoir une sorte de caricature d'opposant. Mais le danger est ailleurs. Et Jean-Luc Mélenchon parce que ça le valorise et ça le gratifie. Allez, encore deux mots rapides sur le sondage, et puis après je voudrais qu'on passe à l'actualité internationale. Deux mots rapides sur ce sondage-là. Moi je ne suis pas étonné que Mélenchon soit le meilleur opposant parce que quand on se passe sur le terrain économique et social, c'est l'opposant le plus frontal à Emmanuel Macron évidemment. Donc forcément dans le match, il apparaît comme le plus violent, le plus opposé. Mais je crois, je parle sous le contrôle de Brice Teinturier, que sur la question économique et sociale, les Français sont quand même plutôt d'accord avec Macron qu'avec Mélenchon. En tout cas, plus rassurés par le côté pro-business, etc., que par Mélenchon. Donc je pense que c'est pour ça que ça fait les affaires de Macron, tout simplement, que Mélenchon apparaisse aujourd'hui comme son opposant principal. Et les problèmes de sécurité vont devenir tellement importants, de plus en plus importants, que la droite dure va pouvoir retrouver un terrain qui est en jachère, là, pour l'instant. Votre lectorat à valeurs actuelles, son cœur balance vers qui? Vers Marine Le Pen ou Laurent Wauquiez? Mais notre lectorat, il ressemble à la droite. Donc, pardon, vous parlez entre Marine LePen et Laurent Wauquiez. Ah oui, oui. J'allais vous répondre qu'il ressemble à la droite. Non, pas entre Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon. Et alors oui, non, là, il y aurait... Voilà. Mais non, j'allais vous répondre qu'il ressemble à la droite, c'est-à-dire qu'il est séduit sur le plan économique par ce que fait Emmanuel Macron, mais que par ailleurs, et Frédéric Mitterrand me sert sur un plateau cette réponse, on ne parle pas aujourd'hui en France depuis, c'est quand même invraisemblable. Il y a eu un attentat il y a moins d'une semaine à Paris et ça a duré, on l'a commenté pendant une dizaine d'heures et après on est passé à autre chose parce que c'est pas important. Et le jour où... Ce soir, on n'en a presque pas parlé. Mais ce que je veux dire, c'est que... Le terrorisme, si. Si, mais enfin... Laurent Wauquiez, on a parlé. Oui, Laurent Wauquiez, on a parlé. Marine Le Pen. Mais les clients habituels. Non, Christophe Castaner en a parlé également. Il a répondu. C'est totalement minime dans l'actualité en règle générale ce genre de questions. Et moi je pense, et je ne crois pas me tromper, que les sujets d'immigration avec l'explosion démographique en Afrique, les sujets d'identité avec ce communautarisme qu'on se laisse imposer, évidemment notre rapport à l'islam, vont prendre de plus en plus de place, évidemment le terrorisme aussi. Et là en effet, je rejoins monsieur le ministre. Et sur ces questions-là, vous diriez qu'Emmanuel Macron est... Et je pense qu'Emmanuel Macron, sur ces questions-là, a un problème d'appréhension du sujet, ça ne l'intéresse pas. Je pense qu'il ne
comprend pas exactement de quoi ça parle, à l'exception d'un seul moment où il a fait une réponse assez magnifique. Moi, j'ai été assez séduit par ce discours au moment Bernardin. Non, au moment de l'enterrement de l'hommage à Arnaud Beltrame. Là, honnêtement, tout le monde a été d'accord pour dire que ce discours était formidable. Mais dans les faits, il n'y a pas grand-chose qui vient répondre pour l'instant. Et je pense que c'est sa grande faiblesse sur les sujets régaliens et sur les sujets d'identité. Pascal Pavageau, voilà. Le regard international et on avance. Non, vous d'abord. L'opposition la plus forte au président Macron, c'est le social. Pardon, c'est l'inverse, en fait. C'est le président de la République. Son opposition la plus forte, c'est le social. Bien. Le regard canadien et britannique sur ces sondages-là, est-ce que ça vous étonne? C'est-à-dire, Mélenchon numéro 1, toujours évoqué, qui fait une percée? Dans les circonstances, Mélenchon joue bien ses cartes, je le disais tantôt, depuis un an, les sujets l'avantage et il joue assez bien. Puis il y a un style qui plaît aux Français, un style assez tribunicien, un style presque une politique littéraire à sa manière, qui ne déplaît pas une partie de l'électorat. Et quant à Wauquiez, il réussit à percer, c'est-à-dire malgré tous ceux qui font son procès de manière récurrente, il parvient à s'installer comme une figure crédible pour incarner le type de droite qu'il veut représenter. Pour les autres, dans les circonstances, Marine Le Pen, je crois, peut-être je me trompe, mais j'avais l'impression qu'elle est essoufflée, elle est épuisée, fatiguée, peut-être d'être en politique d'une manière ou de l'autre. Elle ne semble plus portée par une rage combattante de quelque manière que ce soit. Et quant à Olivier Faure, je suis étonné de voir que 6% ont cru qu'il existait. Mais ça, c'est autre chose. C'est la figure marginale qui traînait dans votre débat. Vous êtes dur. On va écouter Marine Le Pen, parce que c'est la seule qu'on n'a pas écoutée dans cette deuxième partie. Mélissa-Belle, vous répondez et on enchaîne. Il faut arrêter l'immigration. On est, pardonnez-moi ce macronisme, on est full up. Voilà. On est à saturation totale. Il y a 500 000 clandestins qui se maintiennent sur le territoire national. Il y a 262 000 titres de séjour qui ont été accordés. C'est la ville de Rennes chaque année qui arrive en France. Où les mettons, où les loge-t-on, comment les soigne-t-on, comment les éduque-t-on? On ne se pose pas cette question-là. Je dis donc qu'il y a toute une série de mesures à mettre en place. La suppression du droit du sol, qui est un élément très attractif, évidemment, de l'immigration, entre autres. Mélissa-Belle. Oui, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. C'est vrai qu'on la sent un peu essoufflée, un peu fatiguée. Elle n'a plus cette passion qu'elle semblait avoir jusqu'à la fin de la campagne qu'on a couvert l'année dernière. Pas étonnant, je pense que Jean-Luc Mélenchon soit ressorti le premier de votre sondage. C'est exactement ce qu'on disait ce soir. Finalement, non seulement il a cette aisance, mais en plus, il a, par tout ce qu'il représente, il est l'opposant parfait à tout ce que représente Emmanuel Macron. Il parle à cette colère dont on a parlé ce soir, il la représente, il l'exprime avec cette aisance forcément. C'est lui qui est le mieux positionné pour répondre à ces... D'autant qu'il a cette certitude tout le temps avec lui, ces certitudes, cette conviction qu'il exprime avec tant de force face aux incertitudes, aux questions qu'on garde par rapport à l'avenir sous Emmanuel Macron et ce qu'il compte faire. Je pense que ça a pas mal de poids. Bien, comme je sais que Anne Niva brûle de parler d'international, je vais vous interroger sur l'international parce que l'actualité nous a rattrapés cette semaine. Mais d'abord, deux questions que vous avez posées, Brice Teinturier, pour clôturer sur cette conversation. Alors, rapidement, Brice, diriez-vous que dans les prochains mois, le mouvement social de contestation de la politique menée par la majorité va s'amplifier, 56%, et diminuer, 18%. Donc le ressenti, la projection des Français, à tort ou à raison, c'est plutôt qu'on est sur une dynamique où les mouvements de contestation sociaux vont s'amplifier. Deuxième question que vous avez posée aux personnes sondées. Parmi l'ensemble des mesures suivantes prises par Emmanuel Macron et son gouvernement depuis un an, quelles sont les deux que vous retenez ? Alors, on avait toute une série de mesures. Il faut bien voir qu'on avait demandé quelles sont parmi celles-ci les mesures qui vous ont le plus satisfait, et on en proposait une vingtaine. Celles qui apparaissent comme les plus satisfaisantes aux yeux des Français sont celles qui s'affichent là, la réforme de la SNCF, la réforme de la taxe d'habitation, ce qui n'est pas surprenant. La suppression d'un impôt pour les Français, c'est toujours bon, et l'abandon de Notre-Dame-des-Landes. Ça, ce sont les trois réformes, décisions qui ont le plus satisfait les Français. Et puis il y a aussi ce qui les a les plus insatisfaits, puisqu'on a fait le pendant. Et là, pour le coup, je pense qu'on va le voir s'afficher très vite. Voilà. On voit bien que les questions fiscales, la hausse de la CSG, c'est ce qui arrive en numéro 1. Et il n'y a pas que la hausse de la CSG, il y a aussi la baisse des APL et beaucoup d'autres choses. Également, la vitesse limitée à 80 km/h, qui structure le mécontentement à un niveau extrêmement élevé par rapport à toutes les mesures qu'on avait pu mettre en liste. Et puis la réforme de l'ISF, donc si vous l'ajoutez à cette question de la hausse de la CSG, on voit bien que la question de la richesse, la question des écarts de richesse et la question de l'égalité est une question qui reste centrale dans les motifs d'insatisfaction. Il est 23h46 et vous êtes en direct sur France 2. L'émission politique se poursuit, marquée cette semaine par l'actualité internationale sanglante.
à Gaza d'abord. Après le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, il y a eu 60 morts et 2500 blessés ce lundi. Et aussi, surtout, cette décision capitale du président américain annoncée jeudi dernier. Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis se retirent de l'accord sur le nucléaire iranien. Dans quelques instants, je vais signer un décret présidentiel pour rétablir des sanctions américaines contre le régime iranien. Donald Trump est sorti de l'accord historique avec l'Iran qui a mis des années et des années à être négocié, notamment par l'équipe Obama. On a vu Emmanuel Macron rentrer de Washington et on l'a vu avec les embrassades, avec les mains sur l'épaule avec Donald Trump. Est-ce qu'on a vu cette semaine les limites de la diplomatie de la séduction? Anne Niva. Oui. Les limites de la diplomatie de la séduction. Donc Macron serait l'archétype de la séduction. Macron serait le séducteur. Oui. Et effectivement, Macron est séduit tous azimuts, tout à fait. Et c'est sa force, en tout cas c'est ce qu'il essaye de faire. Il a été élu, le monde entier a été étonné, en dehors de France, de cette élection, de sa jeunesse. Et il séduit partout où il va, ça c'est vrai. Je dirais même qu'il a presque séduit Poutine. On l'a vu quand il a invité Poutine à Versailles peu après son élection l'année dernière. Puis là, il retourne à Saint-Pétersbourg dans quelques jours. Alors pour ce qui est de Trump, ce qui s'est passé évidemment à Gaza est un désastre absolu parce que dans la psyché du Moyen-Orient, ça va compter pour les générations à venir. C'est-à-dire que les Palestiniens vont vers la psychose et les Israéliens vers la dépression parce qu'on ne peut pas continuer à vivre en étant israélien et en assassinant des gens qui, en face de soi, n'ont pas d'armes. Donc, et là, que pouvons-nous y faire, nous, Français? La honte va grandir. Et finalement, qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient? Il y a une espèce de coalition, certes dangereuse et fragile, mais qui naît et qui est un front qui lie Israël, la Syrie et la Russie. L'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite. Non, ce n'est pas l'Arabie, parce que Assad, la Syrie, n'attaque pas Israël. Ce n'est pas Assad qui attaque Israël. De l'autre côté, on a qui? On a les Américains, avec justement les monarchies despotiques du Golfe. Et puis on a nous, l'Europe, qui finalement a bien du mal à se situer. Parce que tout vous voyez Israël en alliance avec Poutine et pas avec les Américains. C'est une coalition non dite. Benjamin Netanyahou est un peu le Jiminy Cricket de Donald Trump. Il l'écoute beaucoup, non? Oui, mais Netanyahou également vient de passer le 9 mai à Moscou, de façon absolument étonnante. Il était à Moscou où il a assisté, où il a voulu se faire voir aux grandes démonstrations de commémoration de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a une... Et Poutine ne dit rien sur ce qui s'est passé avec la sortie des États-Unis de l'Iran. Donc tout cela est compliqué. La relation d'Israël à la Russie est compliquée. Bien. Le ministre de la Défense israélien, qui s'appelle Avigdor Lieberman, est avant tout un ex-soviétique qui vient de Moldavie et qui s'entend bien avec Poutine et avec la Russie. C'est une brutalité incroyable. Si je reviens, pardonnez-moi, parce qu'on ne va pas refaire la géostratégie du Proche-Orient ce soir, ça va être difficile. Si je reviens sur la position d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il est seul dans le chaos du monde? Est-ce qu'il est trop seul dans ce chaos-là? Alors, allez-y, Pascal Papajou. Quelque part, le charme ne suffit pas. Enfin, on pourrait dire la com ne suffit pas, parce qu'il y a aussi champion de com en France comme à l'extérieur. Vous ne pouvez pas être tout seul et avoir raison tout seul contre l'ensemble des Français et l'histoire de la France, y compris l'histoire sociale, et vous ne pouvez pas non plus avoir raison tout seul contre l'ensemble des États et des pays. À un moment donné, cette stratégie d'isolement ou cette stratégie soi-disant de se penser être au-dessus de tout parce qu'on est jupitérien ou qu'on est au-dessus, il y a un principe de réalité. D'autres décident, d'autres avancent. Et nous avons besoin, notamment sur le plan européen, de redevenir un moteur sur un plan social, un moteur sur un plan de coopération inter-États et un moteur de manière à ce que la France soit la voix de celle des droits de l'homme, soit celle qui respecte les mandats de l'ONU et n'interviennent pas hors mandat de l'ONU, soit celle qui respecte les droits fondamentaux au niveau de ces textes en interne. C'est ça la voix de la France, y compris sur un plan social à l'extérieur. Il faut faire attention à cet isolement. Quel autre moteur peut-on avoir qu'une conscience éthique très très forte
quand ces pays dont vous parlez actuellement sont tous gagnés par le populisme les uns après les autres. L'Italie vient de basculer, vous avez l'Europe de l'Est avec le délire logique de leur passé communiste, qui sont tous en train de passer au populisme. Ce que vous êtes en train de dire, l'Europe est fichue, alors. Non, mais ce que vous êtes en train de dire, ce que vous dites est beaucoup plus irréaliste que ce que je suis en train de dire. Parce que vous ne pouvez pas vous entendre avec eux. On ne pouvez pas travailler avec les pays. Eh bien, vous ne pourrez plus. Vous pourrez plus l'Europe parce est fichue. Non, mais non, l'Europe n'est pas. Justement, l'Europe n'est pas fichue, mais vous devez continuer à donner l'exemple du président du pays des droits de l'homme, du président du pays de l'Europe, et de l'agence de l'Europe, que de reconstruire cela. Oui, mais dans ces cas-là, il ne faut pas d'arrogance. Il ne faut pas d'arrogance. Et il faut absolument essayer de faire de la coopération. Et la coopération, elle passe sur les coopérations inter-États et sur le plan social. L'irritation que vous pouvez ressentir vis-à-vis d'Emmanuel Macron sur la scène hexagonale à l'étranger. Mais ce n'est pas de l'irritation. Non. Qu'il ait souri, touché, que ça soit bien passé avec Donald Trump, que vous considérez que c'est de la com. C'est sans doute la com. Ils ont fait ça. OK. Ça n'a pas marché, il a fait une tentative. Quand Merkel, elle, a été désagréable et assez sèche avec Donald Trump, ça n'a pas marché non plus. Donc le sujet, c'est pas de savoir s'ils se touchent et s'ils s'embrassent. Ça marche jamais. C'est de savoir ce que ça peut donner. Et on peut au moins créditer Emmanuel Macron d'une tentative, et il l'a dit pendant la campagne, de la volonté d'entraîner l'Europe, bref, d'essayer d'avoir une réponse commune et européenne, aussi bien vis-à-vis de Donald Trump par rapport à l'accord qui peut y avoir, ou la fin de l'accord avec l'Iran. Donc au moins on peut le créditer là-dessus. Donc logiquement là-dessus, vous devriez considérer que la logique européenne est quelque chose qui vous va. Mais la logique européenne est quelque chose qui nous va. Même si vous n'y croyez pas. À la logique européenne. Enfin, vous ne croyez pas. Vous nous parlez à nous, à fortiori, on ne croit pas à la logique européenne. Vous n'y croyez pas. Mais attendez, pas comme quand on croit en Dieu. Même si vous êtes inquiet sur la possibilité. Mis en place par Léon Jour, on ne croit pas à la logique européenne. À Léon Jour, même quand si vous avez des doutes sur la possibilité de le faire. Annie va rapidement. On ne le fait pas tout seul contre 27. Je pense que il n'est pas tout seul contre 27. La réalité, c'est que Donald Trump n'en fait qu'à sa tête. Et qu'il vient de nous lâcher, nous, ses alliés, depuis 70 ans. Et ça, c'est un coup dur pour nous tous. Il n'en fait qu'à sa tête, mais je ne veux pas défendre Donald Trump, mais il fait aussi, lui, ce qu'il a dit. Il l'a dit dans la campagne. Je sortirai de l'Iran, je sors de l'Iran. Jérusalem. Et c'est pour ça qu'il est suivi par ceux par l'Amérique blanche. Et finalement, il faut dire aussi que Donald Trump détruit tout ce qu'Obama avait fait, et notamment cet accord dans l'Iran. Mais je veux dire, le fait qu'il nous ait lâchés, nous, ses alliés, donnera peut-être une occasion à l'Europe désunis que nous sommes, de trouver en nous cette force nécessaire, justement nécessaire devant ce lâchage, d'aller de l'avant. Mais là, est-ce qu'on le voit, pardonnez-moi, est-ce qu'on voit, quand on voit la position de l'Europe qui a condamné la sortie de l'accord de l'Iran, mais ensuite, voilà, c'est tout, quoi. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Vous avez entendu Emmanuel Macron aujourd'hui? Il a dit je ne vais pas ouvrir une guerre commerciale. Il a dit je ne vais pas ouvrir une guerre commerciale avec les États-Unis. Donc mes intérêts sont d'abord géopolitiques et pas commerciaux. En gros, Total se débrouille, ils font comme ils veulent par rapport à l'Iran. Mais ça, c'est la réelle politique. On est dans un état de vassalité totale. Vis-à-vis des États-Unis, absolument. Allez, avant d'entendre le mot de la fin là-bas, Geoffroy Lejeune, d'un mot, vous aviez décroché une interview exclusive de Donald Trump. Je crois que vous êtes le seul journal à l'avoir eu. C'est André Herkhoff qui a fait ça pour nous, absolument. Oui. Voilà. Donc Eh bien écoutez, déjà il tient ses promesses, Donald Trump, comme ça au moins il n'est pas surprenant, première chose. Deuxièmement, c'est ses promesses, mais c'est surtout, c'est aussi celles de Bill Clinton, de George Bush, fils, et de... Celle d'amener à Jérusalem l'ambassade, absolument. Oui, je ne parle pas du nucléaire iranien, mais sur l'ambassade, c'était quand même une promesse qu'il faisait depuis 92 aux États-Unis. Donc bref. Non, moi ce qui me frappe énormément, c'est que j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, mais qu'on vit sur l'ensemble de la planète un retour des nations, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde, après avoir construit des grands espaces où il fallait se concerter, etc., tout le monde revient à ses intérêts propres. On le voit avec, Poutine, c'est un grand pays, mais Poutine, Donald Trump avec America First, mais on vit aussi, nous, en Europe, Italie First, Britain First, République tchèque First, Hongrie, mais c'est inquiétant ou pas? C'est là où on n'est pas d'accord, c'est très inquiétant. Et en plus, on est dans un monde de brutes maintenant. Xi Jinping, c'est une brute absolue. On voit bien ce qui est en train de se passer. Brute en Chine, brute en Russie, brute en Turquie, brute aux États-Unis. Moi, je préfère quelqu'un qui essaye d'avoir un discours moral et différent. Non, mais le truc, c'est qu'en fait, ils sont... Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on se débat avec cette Europe à 27 qui, objectivement, n'a pas vraiment de cohérence sur énormément de plans, à essayer de trouver un destin commun à ces 27 pays. Bon, on voit qu'aujourd'hui, le monde entier est en train de se reconcentrer sur les nations.
pourquoi est-ce qu'on, et je ne crois pas que ce soit la philosophie de Macron, mais pourquoi est-ce qu'on ne déciderait pas tout simplement de porter la voix de la France? Après tout, on est peut-être un petit pays, mais on est une grande nation. Alors, après le Brexit, non, c'est pas un Frexit. Emmanuel Macron va finir par dire l'Europe, on va continuer à l'approfondir avec ceux qui ont envie de la faire. Voilà, oui. Allez, il reste 2 minutes pour notre Canadien et notre Britannique ce soir. Comment vous voyez tout ça? Est-ce qu'Emmanuel Macron est trop seul dans le chaos du monde? Devant Donald Trump, on est devant une conception de l'Amérique qui ne doute pas d'elle-même, devant une forme de souverainisme à l'américaine, c'est-à-dire une volonté, une forme d'unilatéralisme à l'américaine. On ne pliera pas, l'Amérique impose sa logique, impose sa vision. Et ça surprend, parce que dans un monde justement qui a voulu construire sans cesse des entités supranationales, on se retrouve devant une Amérique souverainiste, disons-la comme ça. Cela dit, pour ce qui est de l'Europe, c'est qu'on est quand même devant un objet politique non identifié. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement ce que c'est. L'Europe, c'est un point d'interrogation doublé d'un point d'exclamation. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est? Est-ce qu'on doit tenir compte de l'Europe culturelle? Est-ce que ça va jusqu'à la Russie? Que faire des Britanniques désormais? Donc, la question même, le problème avec l'Europe, c'est que chaque fois qu'on en parle, c'est pour savoir exactement qu'est-ce que c'est. Et dans les circonstances, effectivement, le retour à la nation, ça ne veut pas dire le retour à l'égoïsme national, ça veut dire le retour à certains fondamentaux politiques qui, s'ils s'unissent, sont capables de faire quelque chose. Pour ce qui est de la voix de la France, cela dit, dans les circonstances, la France, à notre époque, n'est pas capable de faire plier les Américains, on le sait, mais elle peut, comme on l'a vu en 2003, au moment de la guerre d'Irak, incarner une forme de protestation qui se fait entendre dans le monde, une autre vision du monde. De ce point de vue, peut-être est-ce encore sa vocation aujourd'hui. Elle ne peut pas rivaliser avec les États-Unis, mais elle peut faire entendre autre chose que la vision qu'ont les Américains. Elisabeth, vous avez 30 secondes. Je pense que c'est pour ça que ce qu'a fait Emmanuel Macron à Washington était important. Certes, il n'a pas réussi à convaincre le président américain, mais il est allé avec beaucoup de conviction dire, face à cet unilatéralisme, je vais me faire le champion du multilatéralisme. Et c'est vrai que maintenant, il faut qu'il réussisse à se faire suivre du reste de l'Europe, et c'est pas une mince affaire, mais il a élevé cette voix, il a été le champion de cette vision du monde, face à un homme effectivement qui a absolument droit dans ses bottes, qui a tenu ses promesses de campagne, mais il a tenté le coup, et en tentant le coup, sans doute il a dit à l'Europe, voilà, il y a une autre façon de voir le monde, il faut qu'on se batte pour ça. Ça n'était pas pour rien. Beaucoup. Merci à tous les 8 d'avoir participé à cette émission politique La Suite. Merci à vous. Merci de nous avoir invités. Mais oui, mais merci à vous. C'est la fin de cette émission. Un grand merci également à Alix Bouillaguet et Michel Dumoret, mes 2 co-rédacteurs en chef qui ont préparé cette émission. Je peux vous dire que celle-là leur a demandé beaucoup de travail. Merci à Didier Frely qui l'a réalisé, à Baptiste Morel pour l'édition, à Patrick Ponce pour la production. Merci à vous de nous avoir suivis. L'émission politique revient l'an prochain en direct et en prime time. Je vous souhaite une très belle soirée, un joli printemps, un bel été et vive la politique. Merci.